Donc, quelle est la prise en charge spécifique? Les prises en pour les charge familles spécifiques, donc on a évidemment, comme vous l'avez dit, les séances de psychologie. Donc là, c'est pour les familles. Les DALAM, on en a quand même relativement peu, puisque depuis le début de notre prise en charge du dispositif conventionnel, qui est deuxième semestre 2015 à aujourd'hui, on a moins de 100 familles concernées, enfin moins de 100 individus, mais quand même. Ensuite, pour les militaires qui ont une pension militaire d'invalidité, ou les militaires en service qui ont un accident de service lié à un traumatisme post-traumatique, là, on a le même dispositif de prise en charge, mais un petit peu plus de séances, 10 séances jusqu'à 60 €, sachant que chaque fois, c'est renouvelable, hein, même les 6, c'est chaque fois qu'il y a une nouvelle survenance de l'événement lié, un trouble lié à un besoin de consultation lié à un événement traumatique, on repart sur un cycle de 6 pour les familles ou 10 séances pris en charge pour le militaire. N'oublions pas qu'il y a les soins psychiatriques. Ça, c'est légal, hein, c'est remboursé, je veux dire, normalement, mais c'est, on sait, lié au stress post-traumatique, lorsqu'on peut l'identifier. Donc nous, on peut l'identifier, évidemment pas pour les familles, parce qu'on ne sait pas quand un enfant ou un parent va voir voilà, quel est le déclencheur. En revanche, pour les accidents de service, on le sait. Il y a une Donc question là, on qui nous est parvenue. 1300. J'ai pas entendu le tocsin encore. Non, mais il y a une question qui nous est parvenue et que je me raccroche à ça pour la caser. Est-ce qu'on est attentif aussi, dans le cadre de cet accompagnement, au cas de SPT pouvant surgir dans les services qui ne sont pas directement liés au combat, les dronistes, personnel en poste de commandement, service de santé des armées par exemple? Est-ce que tout le monde est concerné? Oui, il n'y a pas de distinguo. Non, c'est la question en service. C'est pas que l'opération extérieure. Il était en service au moment où ça s'est passé. Voilà, il était en service. C'est vraiment, ça accompagne les familles qui accompagnent des blessés. Aussi, la DALAM, je vais aller très vite, qu'est-ce que je parle hein. Il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi les qui peuvent bénéficier de la DALAM. Il y a d'autres types de situations, de conditions. Ce sont les familles endeuillées. Voilà. Ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième, ce sont les familles qui, on va dire, qui subissent les répercussions dans la famille de l'absence du militaire. Voilà, donc là aussi, il y a une possibilité de prise en charge. C'est pas alors, que continuez parce qu'il y a la prise en charge donc, des séances de... Votre précision est bonne, parce que quand je dis 100 familles concernées, ce sont 100 familles qui sont affiliées chez nous. Bien évidemment, si le conjoint a une activité civile et appartient au régime général, là, il est pris en charge par le service de santé des armées. Donc là, je n'ai pas la comptabilisation. Au-delà des séances psy, qu'est-ce que vous prenez aussi en charge? Alors, nous, on ne fait pas de distinction dans notre politique d'action sanitaire et sociale ou de prévention, distinction de la cause vraiment, à partir du moment où il y a un stress qui est consécutif donc au métier de militaire, comme toutes les caractéristiques du métier de militaire, hein, la difficulté, la mobilité, l'isolement, on prend en charge de la même manière. Donc on a un budget d'action sanitaire et sociale qui est conséquent de 9,5 millions annuels. Donc là, on a des prises en charge d'aide à domicile. Pour les enfants, puisque les enfants, il faut aussi en parler, on a un grand taux on l'a vu dans la grande enquête qu'on a faite il y a quelques années, on a pratiquement déclaré un enfant sur 2 de militaires a des troubles de l'apprentissage, ou en tout cas lorsqu'il est jeune, des difficultés de scolarisation. Donc on travaille beaucoup là-dessus. On va proposer à notre conseil d'administration bientôt pour les enfants atteints de troubles de l'apprentissage dyslexique, des facilités pour être pris en charge pour la reconnaissance de leur pathologie et de l'exonération qui va avec. Voilà. Mais on a aussi une politique de prévention qu'on a avec les états-majors et le ministère des Armées pour, on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, ça a été dit, lutter contre les addictions, par exemple, parce que le traumatisme, lorsqu'il apparaît, c'est un isolement, c'est des risques d'addiction plus importants, et c'est très difficile pour un militaire d'aller en parler. Moi, j'ai un sujet qui me taraude, c'est lorsqu'on a une survenance du phénomène lié à un stress post-traumatique qui se passe une fois que le militaire est irradié. Je ne sais pas comment, sauf quand c'est un militaire exemplaire qui va retourner voir, soit s'il est blessé évidemment, il va voir la CABAT ou une autre association d'aide aux blessés. Il rentre dans mais le s'il régime voit général. le médecin généraliste de son quartier, jamais il détectera que c'est lié à un stress post-traumatique. Or, on a des délais, on le voit pour les accidents en service, des délais entre la survenance du traumatisme et le déclenchement, et le déclenchement et le premier acte de soins civils. Ah oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas fait auprès des médecins militaires avant, mais ça peut être 20 ans.
Là, j'en ai un, c'est 20 ans après. On reçoit une DAPIAS liée à un stress post-traumatique. La personne n'est pas encore radiée, elle est toujours militaire, mais c'est 20 ans quand même après la survenance.